Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de qui on est. Donc moi, je suis Émilie, data scientist chez Octo Technologies, qui est une boîte de conseil. Et je travaille principalement sur ce qu'on appelle l'IA responsable. Donc ça va être l'explicabilité de modèles de machine learning, la gestion des biais, l'éthique des données et l'impact environnemental de l'IA. Et moi, c'est Ariel, je suis MLOps Engineer aussi chez Octo, et je vais travailler vraiment plus sur l'impact environnemental de l'IA, donc vraiment plus la partie environnement et surtout le cycle de vie. Avant de commencer, on va faire un petit quiz. On voudrait savoir qui d'entre vous pense que échanger pendant 5 minutes avec ChatGPT, ça consomme un verre à shot de 50 ml. À bras levés, s'il vous plaît. On a 3 personnes, 4 personnes. Réponse B, une petite bouteille d'eau de 50 centilitres. On a plus de personnes. Réponse C, un arrosoir de 4 litres. On a la majorité des personnes. Alors, la réponse est la réponse B. Une petite bouteille d'eau de 50 centilitres. Alors, on peut penser, bon, une petite bouteille d'eau de 50 centilitres, c'est pas énorme. C'est pas grand-chose. Mais si on met ça à l'échelle de tous les utilisateurs de ChatGPT sur l'année, ça fait beaucoup de petites bouteilles d'eau. Et on a estimé que c'était 370 milliards de litres par an. Ça correspond en fait à la consommation en eau de l'Île-de-France. Donc c'est pas du tout anodin, juste pour ChatGPT. Et donc ça, c'est sans prendre en compte tous les autres impacts environnementaux qu'il peut y avoir. Donc par exemple, les émissions carbone, la consommation de ressources, la consommation d'électricité. Et c'est que pour ChatGPT, pas pour les autres assistants IA qui existent. Et l'IA générative, c'est pas juste ChatGPT. Donc suite à ce petit quiz, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc on va voir 2 parties. On va d'abord faire un constat sur l'impact environnemental de l'IA. Donc sa place en fait aujourd'hui, son impact environnemental et ce qu'en disent les grands du secteur, donc notamment Meta, Google et Mistral. Et ensuite, on va vous partager nos solutions pour faire un projet le plus green possible. Donc en fait, l'objectif, c'est que vous repartiez avec nos bonnes pratiques et nos recommandations que l'on donne à nos clients. Donc là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais les IA génératives, elles sont présentes partout dans notre quotidien. Depuis la création de ChatGPT, il y a 3 ans, en fait, on a eu une explosion de ces IA conversationnelles. Donc ici, sur la slide, vous pouvez voir, c'est toutes les IA conversationnelles qui sont présentes sur le marché. Il y en a à peu près 650, ça date de début octobre 2025. Donc c'est même possible qu'il y en ait encore plus aujourd'hui. Et donc pour citer les plus connus, donc on a ChatGPT, on a Claude, on a le chat de Mistral. Donc ça, c'est pour les IA conversationnelles qu'on appelle généralistes. Il y a également des IA conversationnelles spécifiques à une tâche donnée. Donc par exemple, GitHub Copilot pour nous aider à coder, Claude Code, ou encore Midjourney pour la génération des images. Et donc, il y a eu cette explosion d'IA conversationnelle. Et en plus, en fait, à côté de ces IA conversationnelles, dans tous les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser, c'est ajouté en fait cette fonctionnalité IA générative. Donc par exemple, sur Adobe, aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un document, on va vous proposer d'abord de chatter avec le document, avec une grosse page qui s'affiche, avant même en fait, que vous puissiez voir votre document. Et l'exemple aussi qui est le plus probant, c'est sur Quant. Si vous faites une recherche Internet sur Quant, en fait, votre recherche Internet, ça sera forcément jumelée d'une requête d'IA générative, sans même que vous l'ayez décidé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une fonctionnalité par défaut que vous devez désactiver si vous ne le souhaitez pas. Donc en fait, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle de l'AI forcing. C'est des chercheurs en fait qui ont regardé à quel point en fait les géants de la tech vont nous forcer à utiliser de l'IA. Parce qu'eux, ils ont dépensé des millions pour créer ces IA génératives, donc ils vont nous pousser, nous forcer à les utiliser. Et les prévisions nous disent qu'en fait, on n'est qu'au début de l'adoption de l'IA. Donc on vous a mis une citation d'AWS qui dit que le rythme d'adoption de l'IA, ça dépasse celui des premiers téléphones portables. Chaque minute, 5 entreprises européennes intègrent de l'IA. Et la taille du marché, si on regarde le graphique à droite, la taille de marché de l'intelligence artificielle générative, en 2025, on est à peu près à 62 milliards de dollars pour l'Europe. Et les prévisions pour 2030, c'est quasi 400 milliards de dollars, donc multiplié par 5. Et en fait, avant l'arrivée de l'IA générative, les GAFAM étaient plutôt dans une bonne dynamique pour atteindre la neutralité carbone en 2030.
Mais en fait, on voit que depuis 2021-2023, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se créer. La course à l'IA générative a vraiment éloigné l'industrie des objectifs climatiques. Et donc, quand on parle de neutralité carbone, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro émission, c'est plutôt un montage comptable avec l'achat de certificats. Mais bon, ça, on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Et donc, du coup, avec ces constats, c'est quoi le coût de environnemental de l'IA générative ? En fait, c'est une question qui est hyper difficile à répondre pour plusieurs raisons différentes. Mais une des raisons, c'est que l'IA, elle a un cycle de vie qui est complexe. Donc, ça commence avec une phase de R&D. Donc, ça, c'est la phase où des data scientists, des chercheurs, vont développer plusieurs types d'intelligence artificielle, les comparer. Et à la fin, on va avoir la meilleure. Après, on passe à la phase de recherche de ressources physiques pour héberger l'IA. Donc, on va aller chercher des GPU, acheter des GPU, chercher des data centers. Parfois, on va devoir construire des data centers. Et parfois même, vous l'avez vu avec Microsoft et les centrales, ils vont même construire en fait, des sources d'énergie pour subvenir aux besoins des data centers. Toutes ces ressources physiques, elles ont elles aussi un cycle de vie qu'il faut prendre en compte dans notre analyse. Et ensuite, on passe à la phase de entraînement du modèle. C'est une phase qui va durer pendant plusieurs semaines où on va utiliser les GPU jour et nuit en fait, pendant plusieurs semaines. C'est cette phase-là où l'IA elle va ingérer des milliards de textes. À la fin de cette phase, le modèle il est prêt à être utilisé. Donc c'est l'inférence du modèle. L'inférence, ça veut dire quand on envoie une requête au modèle et que le modèle nous répond, on appelle ça de l'inférence. Et cette phase-là, en fait, traditionnellement, elle est moins émettrice en émissions carbone que l'entraînement du modèle. Mais aujourd'hui, en fait, avec l'échelle d'adoption des modèles et la taille des modèles, c'est vraiment une phase qui est beaucoup plus émettrice. Et surtout, quand on parle de requête au modèle, on parle de réseau parce que la requête, elle va être transférée sur le réseau entre la requête utilisateur et la réponse. Et il ne faut pas oublier non plus que ces réseaux, ils ont une physicalité qu'il faut prendre en compte dans nos calculs parce qu'ils ont aussi un cycle de vie. Et pour finir, les équipements des utilisateurs finaux, quand on utilise l'IA générative sur nos terminaux, c'est aussi du temps qu'il faut prendre en compte parce que le terminal, il a aussi un cycle de vie. Et tout ça, en fait, c'est assez large et c'est sans prendre en compte l'impact indirect de l'IA générative, c'est-à-dire l'utilisation qu'on en fait. Est-ce qu'elle va avoir un impact qui est positif ou négatif sur l'environnement? C'est pas la même chose entre je fais une requête à ChatGPT pour savoir comment gérer n'importe quel, par exemple pour les feux de forêt, en fait, comment faire pour réduire les feux de forêt? Je vais essayer de résoudre ce problème avec l'IA générative. Ou alors, est-ce que je vais générer des images avec le style de Miyazaki? C'est pas la même chose. L'autre raison pour laquelle c'est difficile d'évaluer le coût environnemental de l'IA, c'est que c'est une industrie qui est assez opaque. Donc là, cet été, il y a eu plusieurs publications, Google et Mistral, mais avant ça, il n'y avait que Meta qui avait publié sur les émissions de ces modèles. Et en fait, c'est une communication qui est assez partielle, comme on va le voir, parce que Meta a publié les chiffres suivants. Voilà. 9000 tonnes de CO2 qui auraient été émis suite à l'entraînement en fait, du modèle Llama 3 de 400 milliards de paramètres. Bon, alors ça, en fait, comme on a vu, probablement, là, ils ont pris en compte juste l'entraînement, mais on vient de voir que le cycle de vie de l'IA, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il faut rajouter en fait toutes ces étapes. Et l'agence en décarbonation Carbone 4 a fait ce calcul et a montré qu'en intégrant aussi les phases, en intégrant aussi les autres phases, donc la phase d'inférence et aussi toutes les émissions qui sont liées à l'entraînement, mais qui ne sont pas liées directement à l'électricité des GPU, en fait, Meta a probablement oublié beaucoup plus que 10 000 tonnes de CO2 pour l'entraînement de son modèle. Donc maintenant, on va parler de Mistral. Donc Mistral, ils ont publié un article en juillet 2025 qui donne en fait l'impact de leur modèle, et plus spécifiquement du modèle Large 2. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont affiché ce schéma un peu partout, et donc c'est l'impact d'une page de texte générée. Donc qu'est-ce que ça représente? Une page de texte générée, donc environ 400 tokens.
en utilisant donc le modèle Large 2. Et ce qu'ils ont fait, ce qui est un peu différent de Meta, c'est qu'ils ont différencié selon 3 critères, donc selon l'émission CO2, mais également selon l'eau. L'eau, c'est un critère qui est à prendre en compte quand on parle d'IA générative, parce qu'il faut penser qu'en fait, dans les data centers, il y a des GPU qui chauffent, et les GPU, il faut les refroidir. Et donc, c'est à ça que va servir l'eau principalement, et qui peut également servir en fait, de manière indirecte avec l'émission des CO2. Et le 3e critère qu'ils ont pris en compte, qui est en rose ici, c'est la consommation des matériaux. Pour créer ces GPU, ces data centers, il faut faire de l'extraction de minerais rares. Et donc forcément, il faut des éléments chimiques qu'il faut prendre en compte quand on parle de l'impact environnemental de l'IA. Et donc si on regarde de plus près les chiffres, donc on a l'impact d'une page de texte générée avec l'équivalence, qu'est-ce que ça représente dans la vraie vie. Donc en émissions de CO2, on a 1,14 g d'émissions de CO2 qui correspond à regarder une vidéo en streaming pendant 10 secondes. En eau, on est à 0,05 litres d'eau, qui correspond à faire pousser un petit radis rose. Et pour la consommation de matériaux, on est à 0,2 mg d'équivalent antimoine, qui correspond à produire une pièce de 2 centimes d'euros. Donc, quand on regarde ces chiffres, on peut se dire, en fait, regarder une vidéo en streaming pendant 10 secondes, faire pousser un petit radis ou produire une pièce de 2 centimes d'euros, c'est pas énorme en fait. Donc, l'impact de l'IA n'est pas alarmant, il n'y a pas un réel impact sur l'environnement. Sauf qu'en fait, ici, ce qu'ils ont donné, c'est l'impact d'une page de texte générée, mais c'est l'impact marginal d'une page de texte générée. Donc ici, ils ont pris en compte que l'inférence. Et comme Ariel l'a expliqué, il faut prendre en compte tout ce qu'on appelle le cycle de vie, donc toutes les étapes avant l'inférence, pour vraiment avoir le vrai coût environnemental de l'IA. Et l'autre point aussi qu'ils donnent, c'est là, ils donnent les chiffres pour une requête. Sauf que quand on parle d'IA, on pense en fait aux millions d'utilisateurs qui vont venir requêter l'IA. Donc il faut également le prendre en compte quand on donne l'empreinte environnementale d'un modèle. Et donc ils ont donné d'autres chiffres qui sont bien plus intéressants. C'est l'empreinte environnementale de l'entraînement et de l'inférence du même modèle. Donc c'est le même modèle, mais ils ont pris en compte également l'entraînement et l'inférence pendant 18 mois. Et là, on n'a plus du tout les mêmes chiffres. En émissions CO2, on a 20,4 kilotonnes d'émissions CO2, qui correspond à regarder une vidéo en streaming pendant 5600 ans. C'est à peu près 20 000 allers-retours Paris-New York. Pour la consommation en eau, on a 280 000 mètres cubes d'eau consommés, qui correspond à faire pousser 5,6 milliards de radis. C'est environ 100 piscines olympiques. Et pour la consommation de matériaux, on a 660 kg d'équivalent antimoine, qui correspond à produire 3,3 milliards de pièces de 2 centimes d'euros. Et si on regarde un autre élément qu'ils ont indiqué qui est intéressant, Mistral, c'est qu'ils ont quand même joué la carte de la transparence en parlant de l'analyse du cycle de vie. Donc ils ont bien défini en fait toutes les étapes de la conception du modèle à l'équipement des utilisateurs finaux. Ils ont bien indiqué quelles sont les étapes les plus émettrices pour l'émission CO2, pour l'eau et pour la consommation de matériaux. Et donc on voit bien directement que ce qui est le plus émetteur, c'est vraiment l'entraînement du modèle et l'inférence. Maintenant, on va parler rapidement de Google, qui ont quand même, eux aussi, fait un papier pour parler de l'impact environnemental de leur modèle. Ce papier, il a eu pas mal de critiques pour les chercheurs en fait, en Green AI, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà le titre du papier, c'est « Measuring the Environmental Impact of Delivering AI at Google Scale ». Donc, c'est mesurer l'impact environnemental de l'IA à l'échelle de Google. Donc ça, pareil, ça fait penser qu'on prend en compte vraiment tous les millions d'utilisateurs, les milliards d'utilisateurs qui vont utiliser Google, sauf qu'on a vraiment à chaque fois le résultat pour une requête pour un utilisateur. Et ils ont fait pareil que Mistral, ils ont donné le chiffre uniquement pour l'inférence qu'ils ont communiqué partout. Donc le chiffre qu'on a mis sur la slide, une requête en fait, de Gemini, c'est environ regarder la télé pendant 9 secondes. Donc si on peut conclure un peu sur le constat qu'on vient de faire ensemble, on a une adoption au forcing, c'est-à-dire que les IA elles sont intégrées partout dans notre quotidien. Et il y a une pression générale, en tout cas, on nous incite à les utiliser. Il y a un manque de transparence et du greenwashing. Donc en fait, les grands acteurs de l'IA, donc Meta, Google, OpenAI, eux, leur objectif, c'est qu'on continue à utiliser leur modèle. Donc forcément, il y a un manque de transparence et une opacité de leur part pour nous pousser à continuer l'usage de leurs solutions. Et malgré ça, on a quand même pu révéler qu'il y avait un réel coût environnemental quand on utilise de l'IA.
Et alors maintenant qu'on a compris tout ça, comment on va faire pour réduire l'impact environnemental de l'IA générative? Donc là, on va vous donner des grands conseils, des quick wins qui sont plutôt faciles à appliquer et qui vont vraiment réduire facilement les émissions CO2. Alors, le premier grand conseil, est-ce que j'ai vraiment besoin de IA générative? Donc ça, c'est vrai pour notre consommation perso en assistant. C'est vrai aussi sur les projets. Sur les projets, par exemple, en fait, quand on utilise de l'IA générative, parfois, en fait, l'IA, elle existe depuis des décennies et il y a le machine learning qui existe, le deep learning qui existe. Parfois, sur une tâche où on a tendance à vouloir utiliser l'IA générative pour peut-être tester le modèle, parce que, en ce moment, en fait, on a quand même cette frénésie de l'utiliser à toutes les sauces. Il faut se poser la question, est-ce qu'un modèle de deep learning ou un modèle de machine learning classique ne permettrait pas d'arriver aux mêmes performances, voire parfois supérieures? Donc, c'est la première question qu'il faut se poser. Et c'est donc privilégier les usages utiles de l'IA. Donc là, on a mis juste quelques exemples pour les assistants, mais par exemple, utiliser un assistant pour demander les horaires d'ouverture de resto ou faire des mathématiques, c'est pas forcément le meilleur usage. Générer une photo du style des studios Ghibli non plus, c'est pas forcément le meilleur usage. Le deuxième conseil qu'on donne, c'est de viser petit. Donc, si on n'a pas le choix et d'utiliser l'IA générative, on va essayer d'utiliser des modèles qui sont petits. Donc, en fait, la taille du modèle, elle est vraiment proportionnelle aux émissions. La taille du modèle, donc c'est le nombre de paramètres, c'est les poids en fait qui font le lien entre les neurones. Plus un modèle est grand, plus il a de paramètres, plus le volume de calcul va être grand, plus le temps d'exécution va être grand, et plus les émissions carbone vont être décuplées. Donc vraiment, il faut viser petit. On va commencer par un petit modèle et itérer au fur et à mesure. Pour les... Voilà, donc c'est là qu'arrivent les SLM, donc c'est les Small Language Models. C'est des modèles qui vont être en dessous de 32 milliards de paramètres et ils ont plein d'avantages. Déjà, ils sont plus petits, donc ils ont besoin de moins de ressources, des hardware en fait qui sont plus accessibles, moins chers et plus disponibles. Donc les déploiements sont simplifiés. On peut faire du déploiement, on peut l'utiliser en local, faire un déploiement aussi en offline. Ils sont facilement personnalisables. Quand ils sont personnalisés sur nos données, ils sont plus stables et performants parfois que des grands modèles généralistes. Et ils sont aussi plus rapides à l'inférence et moins coûteux, que ce soit de manière, un coût financier ou un coût environnemental. Alors effectivement, ils ont aussi des aspects négatifs. Ils sont moins robustes sur tout ce qui est tâches complexes ou tâches généralistes que les gros modèles. Ils ont besoin de fine-tuning pour être plus performants. Et ils ont une fenêtre de contexte qui est plus petite, donc ça veut dire probablement en fait une mémoire qui va être plus petite. Pour les data scientists, quand on fait de l'hébergement local, en fait de l'hébergement propre ou sur le cloud, on va aller chercher des modèles open weight sur Hugging Face. Donc c'est une plateforme de partage de modèles open weight. Et sur cette plateforme, on peut choisir, on peut filtrer en fonction de la taille du modèle, donc en dessous de 32 milliards de paramètres. Et dans cette catégorie, il y a des sous-catégories. Donc tous les modèles en dessous de 2 milliards de paramètres, on va considérer que c'est plutôt des modèles edge, donc on va pouvoir les héberger sur smartphone, sur CPU. Ensuite, on a des modèles qui sont plus flex, entre 3 et 8 milliards de paramètres, qui ont besoin de RAM entre 17 et 24 gigas. Et ça, c'est des modèles qui vont être déployés sur GPU et qui peuvent être utilisés en local ou bien déployés sur le cloud avec des petits GPU. Et ensuite, les modèles plus gros, donc un peu plus pro, qu'on va déployer sur GPU, sur le cloud, avec des cartes graphiques qui sont plus puissantes. Pour les projets où on utilise de l'IA avec des appels API, il y a aussi une solution, c'est de se guider avec le coût par token, parce qu'on n'est pas la taille du modèle, par contre on connaît le coût, et c'est proportionnel par rapport aux émissions. Donc si un modèle coûte plus cher, ça veut dire qu'il est plus gros, ça veut dire qu'il émet plus. Donc on va aller essayer de commencer avec les modèles plus petits, et après itérer en fonction des performances sur les appels API. Et pour finir, sur notre consommation perso,
Là, on n'a ni le coût, on n'a ni la taille du modèle. Donc, on va, comme guide, on va prendre la rapidité en fait, du modèle. Et on voit sur ChatGPT, sur Claude, en fait, ils écrivent des modèles rapides. Donc, on va choisir les modèles qui sont rapides. Et après, si ça ne fonctionne pas par rapport à notre usage, on va augmenter en fait, la taille. Et pareil, en fait, on va, au quotidien, on va plutôt éviter les modèles de raisonnement, la deep research, les agents, génération d'images, génération de vidéos, et vraiment adapter par rapport à notre besoin réel, quoi. Ok, donc troisième bonne pratique. Donc, je pense que vous l'avez compris, le vrai problème, c'est que c'est le modèle. Le modèle, il est trop gros à entraîner, il est trop gros quand on passe à l'inférence. Et donc, il y a des techniques qu'on appelle d'optimisation. Ces techniques d'optimisation, elles ont pour objectif en fait, de réduire la taille du modèle tout en maximisant au maximum ses performances. Donc, il y a 3 grandes techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le pruning, la quantisation et la distillation. Le pruning, qu'est-ce que c'est ? Il faut imaginer un réseau de neurones, et en fait, il y a des neurones qui vont être mis à zéro, supprimés, s'ils n'apportent pas d'informations ou s'ils ont des informations qui sont très similaires par rapport aux neurones déjà existants. La quantisation, en fait, dans votre réseau de neurones, vous allez avoir des poids qui donnent l'information, et ces poids, ils sont en général représentés sur 32 bits, et donc vous allez venir diminuer en fait la précision de vos poids pour les représenter plutôt sur 16 bits ou sur 8 bits. Et donc ça va permettre en fait de diminuer l'espace de stockage et d'accélérer le calcul. Et enfin, la dernière technique qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle la distillation. La distillation, vous allez prendre 2 modèles LLM, un gros et un petit, et en fait le petit va apprendre à imiter le comportement et les connaissances en fait du gros modèle. Donc ça, c'est des techniques en fait que les data scientists, les research scientists, AI engineers vont appliquer. Ils vont venir quantiser un modèle, le distiller ou le pruner. Mais si vous ne faites pas ça, il faut savoir qu'en fait, il y a déjà des modèles qui sont quantisés, distillés, présents sur étagère, sur lesquels que vous pouvez tester en fait, qui vous permet donc d'avoir un modèle plus petit et donc de diminuer votre impact environnemental. Et alors, l'autre conseil qu'on va donner, c'est d'optimiser la mise en production. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Le plus gros quick win en fait, qu'on va vous présenter, c'est de choisir une zone de faible intensité carbone pour votre mise en production. Donc là, on voit cette carte-là, c'est une carte qui montre la différence de mix énergétique d'intensité carbone en fait, entre les régions. L'intensité carbone, en fait, c'est est-ce que l'énergie que je produis, elle va émettre beaucoup ou pas de carbone dans l'atmosphère. Le mix énergétique, c'est la proportion des différentes sources d'énergie qui vont être produites par une région. Et donc, en fait, là, on voit par exemple que par rapport à GCP, ouais, hop. Donc ça, c'est les régions GCP qu'on voit, et on a mis le top 5 et le les bottom 5 des régions les plus et moins émettrices de CO2. Et on voit que, par exemple, héberger un modèle à Paris par rapport à Salt Lake City, qui est un gros hub GCP, il y a un facteur 17. Donc un modèle qui est hébergé à Paris, il va émettre 17 fois moins qu'un modèle qui va être hébergé à Salt Lake City. Et la raison, c'est que, donc c'est vraiment par rapport au mix énergétique, c'est que en fait la France, l'énergie elle est majoritairement nucléaire, là où à Salt Lake City l'énergie est majoritairement issue du charbon. D'autres quick wins pour la mise en production, ça va être de limiter la fenêtre de contexte. Donc c'est les tokens, la taille du prompt et la taille de la réponse du modèle. On va diminuer en fait cette taille-là parce que ça va nous permettre de diminuer le volume de calcul en fait généré par le modèle. Ensuite, on a l'autoscaling et la mise en veille, les arrêts automatiques. Donc, libérer les ressources quand elles ne sont pas utilisées, le soir, les week-ends. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'utiliser, sur certains projets, l'IA générative le soir et le week-end. Ensuite, ça va être de paralléliser les calculs. Pendant l'inférence, on peut envoyer au modèle plusieurs calculs en parallèle. Et ça s'appelle de l'inférence par batch. Donc ça, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée et qu'il faut prendre en compte quand on pense à la mise en production. Et enfin, le caching, donc réutiliser des résultats qui sont fréquents. Ça permet d'éviter de faire beaucoup de requêtes, en fait, les mêmes requêtes au modèle. Ok, donc on arrive à la dernière bonne pratique. Donc depuis le début, avec Ariel, on vous a donné des pratiques pour en fait diminuer votre impact environnemental.
Mais il y a quelque chose qui est essentiel à faire avec cette diminution de l'impact environnemental, c'est de mesurer. Qu'est-ce que moi, en fait, quel est mon impact environnemental quand j'utilise de l'IA? Et donc, c'est pour ça qu'on a la bonne pratique numéro 5, mesurer les impacts de ces projets. Donc, mesurer l'émission CO2 et l'énergie en fait, que l'on génère, qu'on utilise avec nos projets, ça permet déjà de savoir qu'est-ce que l'on consomme, et ça permet aussi, si vous changez de modèle, si vous changez d'architecture, de savoir est-ce que vous faites un gap en augmentant votre émission CO2 ou en la diminuant. Et ça permet également de connaître votre équivalent énergétique. Qu'est-ce que ça représente dans la vraie vie, ce que je fais moi en m'amusant, par exemple, avec mon projet IA. Et donc, il y a différents outils en fait, qui vont permettre de répondre à ces besoins. On va vous en présenter 3 aujourd'hui. Donc, le premier qui va permettre de mesurer l'impact CO2 quand vous utilisez de l'IA, c'est Ecologit. Ecologit, c'est un package Python open source et ça va vous permettre de monitorer un modèle propriétaire. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un call API à ChatGPT, à Claude, vous allez pouvoir connaître en fait, l'impact environnemental de ce call API. À savoir que, comme on vous l'a dit, les grands géants du secteur, ils sont très opaques sur la question. Donc, c'est des estimations, en fait. Ils vont se baser sur des fuites de données ou alors sur des hypothèses. Donc, ce n'est pas des mesures, c'est vraiment des estimations qui vont vous donner un ordre d'idée. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est Cloud Carbon Footprint. Cloud Carbon Footprint, ce n'est pas du tout la même échelle qu'Ecologit, c'est vraiment en termes de cloud. Ça vous permet de connaître en fait, l'impact, l'énergie consommée, l'impact CO2 pour votre cloud et donc spécifiquement pour vos projets IA. Et enfin, il y a Code Carbon. Code Carbon, c'est un package Python open source qui va vous permettre de monitorer un modèle open weight, donc s'il y a un hébergement propre. Donc je vais aller un peu plus dans les détails sur la présentation de Code Carbon. Donc, Code Carbon, ça va vous permettre en fait d'estimer l'énergie consommée pour une portion de code. Donc, en fait, de base, ça existe avant les LLM et ça permet vraiment de monitorer quand vous avez un bout de code, OK, quel est l'impact CO2 de ce bout de code. Et donc, dans le cas des LLM, ça va vous permettre de monitorer en fait un modèle open weight. Et Code Carbon, ça se base sur... ce que ça va vous donner, c'est les émissions opérationnelles directes. Donc, ça va vous donner l'énergie consommée par votre CPU, par votre GPU et par votre RAM. L'un des gros avantages de Code Carbon, c'est que ça va vous donner à disposition un dashboard. C'est-à-dire qu'avec un peu de config, vous allez obtenir un dashboard qui va vous permettre d'avoir en fait, l'impact CO2 au cours du temps de votre projet, toutes les informations sur la consommation de votre RAM, de votre CPU et de votre GPU, et également leur équivalence énergétique. Et en plus de ça, il va vous fournir un fichier CSV avec toutes les informations. Donc, à chaque en fait, date scheduler où on va prendre l'information de l'impact CO2, vous allez l'obtenir sous un format CSV. L'objectif avec ça, c'est qu'en fait, vous pouvez le connecter à n'importe quel dashboard de monitoring que vous utilisez pour avoir en fait toutes vos métriques de monitoring de votre projet IA et en plus, à côté, obtenir en fait, donc l'impact CO2 et connaître l'impact CO2 de votre projet. Si on rentre un peu plus dans les détails sur comment est-ce que c'est calculé, comment est-ce qu'ils arrivent à définir l'impact CO2 de votre projet, ils se basent sur cette formule. Donc, l'émission carbone, l'émission CO2, c'est l'intensité carbone multipliée par l'énergie consommée. L'intensité carbone, en fait, comment est-ce qu'ils vont le faire? À partir du moment où vous allez utiliser et instancier Code Carbon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder où est-ce que votre code tourne. Si vous êtes sur un cloud, si vous êtes en local, et ils vont regarder notamment la région dans laquelle se trouve le data center et votre machine qui tourne. Et grâce à ça, ils vont pouvoir induire en fait, le mix énergétique et pouvoir obtenir l'intensité carbone. Et concernant l'énergie consommée, ils vont elle est définie par la formule suivante, que c'est la puissance multipliée par le temps. Donc en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un scheduler, c'est-à-dire que toutes les 2 secondes, 3 secondes, X secondes, Code Carbon va récupérer en fait la consommation de votre GPU, de votre RAM et de votre CPU. Et donc grâce à ça, il va pouvoir induire la puissance consommée. Et donc c'est cette énergie qui va pouvoir ensuite vous donner l'émission CO2 de votre projet. L'un des gros avantages de Code Carbon, c'est que c'est très très simple d'utilisation. En fait, en 4 lignes de code, donc ça c'est du code Python, en 4 lignes de code, vous pouvez obtenir en fait l'émission CO2 de votre projet. Donc, j'ai pas mis l'installation de Code Carbon, mais qui peut être fait très simplement. Ensuite, vous allez importer l'emission tracker de Code Carbon, vous l'instanciez. À partir du moment où on va l'instancier, il va regarder
OK, quel est le type de GPU, de CPU, de RAM, où est-ce que ça tourne. Ensuite, on va définir un tracker.start et un tracker.stop. Et en fait, vous allez mettre tout votre code que vous souhaitez traquer entre le start et le stop. Donc là, il y a 4 lignes de code. Dans le second exemple que je vous montre ici, on n'a que 2 lignes de code. En fait, on peut utiliser ce qu'on appelle un décorateur, le décorateur track emission. Vous pouvez le mettre au-dessus d'une fonction. Et en fait, à chaque fois que vous allez lancer cette fonction-là spécifiquement, on va récupérer l'énergie consommée et l'émission CO2 associée. Donc, les 2 exemples juste avant, c'était pour en fait monitorer l'impact CO2 d'un morceau de code, d'un bout de code. Si vous souhaitez connaître l'impact CO2 de votre machine, vous pouvez directement taper dans le terminal Code Carbone Monitor, et ça va vous permettre de vous donner l'information correspondante. Et enfin, si vous souhaitez utiliser Code Carbone sans Internet, vous pouvez également le faire avec le Offline Emission Tracker. En fait, c'est comme l'Emission Tracker, mais si vous n'avez pas accès à Internet, qui va donc se baser sur des estimations. Et donc, rapidement, je vous parle de Cloud Carbon Footprint, qui est donc un autre outil. Donc, Code Carbone, c'est vraiment spécifique pour votre code. Cloud Carbon Footprint, c'est plus à l'échelle de votre cloud. Donc, connaître l'énergie consommée, l'impact CO2 de votre cloud. Donc, c'est un projet open source qui va se baser en fait sur les données de facturation de votre cloud. Donc que vous soyez sur GCP, AWS ou Azure, on va récupérer en fait les données de facturation, on va les brancher à Cloud Carbon Footprint, et grâce à ça, vous allez avoir donc l'énergie et l'impact CO2 de votre projet. Cloud Carbon Footprint, ça vous permet d'obtenir un dashboard qui va vous permettre de filtrer en fait en fonction des différents services, en fonction des différents projets que vous avez qui tournent sur votre cloud, l'impact CO2. L'avantage de Cloud Carbon Footprint, c'est que c'est simple à connecter, simple à utiliser et simple à lire. Un autre avantage également, c'est que ça va vous permettre de fournir des recommandations. C'est-à-dire qu'il y a un onglet sur lequel vous allez pouvoir cliquer de recommandations et donc qui va vous fournir en fait des aides sur vos projets, en fait, vos services qui sont les plus coûteux en termes d'émissions CO2. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser Cloud Carbon Footprint, à savoir qu'en fait maintenant les cloud providers, ils ont également mis en place leur dashboard de monitoring d'impact CO2 et d'énergie. Donc Microsoft Sustainability pour Azure, Google Carbon Footprint donc pour GCP et Customer Footprint Tool pour AWS. Ok, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc IA générative et réchauffement climatique, comment réduire la facture? Donc, quels sont les 4 grands points que vous devez retenir de cette présentation? Donc, le premier, c'est de prioriser les usages utiles de l'IA. Donc, se poser vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'IA générative? Est-ce que je ne peux pas utiliser une solution qui sera moins consommatrice pour l'environnement, moins coûteuse pour mon entreprise, plus facile à monitorer? Le deuxième point, c'est de choisir un modèle petit et optimisé. Donc ne pas partir avec un gros modèle bourrin dès le début. Commencer en fait avec un petit modèle et ensuite itérer si on n'a pas les performances voulues. Et pourquoi pas utiliser des techniques d'optimisation telles que la quantisation, le pruning ou la distillation. Enfin, troisième grand point, optimiser la mise en production. Donc choisir une zone de faible intensité carbone pour optimiser votre mise en production et limiter les coûts sur l'environnement. Et une fois que vous avez fait tout ça, également connaître la mesure de vos projets. Donc de suivre la mesure des impacts, les suivre au cours du temps, comme n'importe quelle métrique en fait, de monitoring que vous utilisez pour vos projets IA. Merci à tous pour votre attention. On va prendre les questions. Juste avant une question, pour information, on a des notebooks. Si ça intéresse certains d'entre vous, vous pouvez nous envoyer un mail et on peut vous les envoyer. C'est des notebooks d'utilisation de Ecologits et de Code Carbone qui vont plus en détail sur comment les utiliser, comparer en fait entre différentes situations et plus de détails aussi sur les concepts qu'on a abordés aujourd'hui. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un mail. Alors, des questions. Est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a une question. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Oui, ici au milieu. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de l'impact des agents IA sur la consommation énergétique. Vous avez dit que vous les avez mis dans la mauvaise catégorie, entre guillemets, c'est-à-dire en agents consommateurs. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Je suis assez surpris en fait par l'affirmation. Et c'était pour savoir quel est l'impact des agents dans la consommation énergétique.
Ouais, vas-y. En fait, c'est plutôt que quand on parle d'agents, en fait, il n'y aura pas qu'un seul LLM. En général, on va utiliser plusieurs LLM qu'on peut imbriquer possiblement. Ensuite, il y aura le LLM as a judge qui va pouvoir mesurer tout ça. Donc, en fait, c'est juste que ça augmente l'utilisation des LLM. À la place d'en avoir qu'un seul, on en a plusieurs. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a mis ça, si tu as d'autres informations, Ariel. Et il n'y a pas encore d'informations sur le sujet spécifique des agents. Je pense que ça va arriver dans les prochains mois, mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations, en tout cas à ma connaissance. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'avais une question entre les modèles et les coûts. Donc, si on prend par exemple OpenAI, vous avez montré les modèles et leurs coûts. Ouais. Est-ce qu'il existe une proportionnalité entre les coûts et l'impact carbone? Alors le problème, c'est que sur ces modèles-là, on ne connaît pas en fait l'impact carbone. C'est quelque chose qui n'est pas communiqué. Donc on peut juste avoir comme supposition que le coût est directement proportionnel à la taille du modèle. Et ce qu'on sait, c'est que la taille du modèle elle est proportionnelle aux émissions carbone. Donc plus le modèle est gros, plus il pollue. On ne sait pas. Là, on a vu qu'il y avait une échelle par rapport au prix. On ne sait pas si l'échelle elle est la même par rapport aux émissions carbone. Merci beaucoup. Merci pour la presse, c'était hyper riche. Je vais revenir peut-être sur une question, un débat que j'ai avec mon fils de 17 ans qui passe son temps à faire des requêtes sur ChatGPT. Et on a un débat, et je voudrais avoir votre avis, où on a tous fait des recherches sur Google, on a passé du temps sur je ne sais pas combien de sites à trouver des réponses. Et lui, il me dit, je fais une requête sur ChatGPT, j'ai la réponse tout de suite, versus aller voir une dizaine de sites pour avoir la réponse peut-être incertaine. Quel est votre avis en fait sur l'impact, en tout cas écologique, de cette pratique? C'est une question assez intéressante en fait. C'est vrai que, mais après je sais, moi j'ai pas lu d'études qui a comparé exactement ce type de cas, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en fait, de passer une demi-heure à chercher la réponse versus faire une seule requête à un modèle. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la véracité de la réponse du modèle, parce que parfois, il ne va pas juste donner la réponse en une fois, il va falloir itérer avec lui pendant plusieurs fois pour avoir la bonne réponse. Et en fait, il faut quand même contrôler avec des sources sur Google pour savoir si c'est la bonne réponse ou pas. Donc, mais non, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas... Non, en fait, on a eu le débat hier avec des collègues pour être en toute honnêteté. On n'arrivait pas à obtenir vraiment une réponse. Ça dépend vraiment de plein de choses. Donc... Ouais, je pourrais pas répondre à la question, mais c'est une question très intéressante. C'est une question très intéressante. Et deuxième question, il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux, là, c'est 91% du coût, en fait, alors je sais plus, c'est passé un peu vite, qui est l'impact de l'entraînement en fait, du modèle. Mais du coup, ce chiffre, c'est par rapport à une requête, en fait, ou moi, la question que je me pose, c'est que comme il y a de plus en plus de requêtes, le moteur, il est entraîné une fois, il est réentraîné régulièrement. Voilà, c'était 85. Mais du coup, plus il y a de requêtes, plus la charge d'entraînement va baisser en fait la proportion. Donc en fait, aujourd'hui, ce 85, il est fait par rapport à quoi? En fait, il est fait par rapport à 18 mois d'inférence sur le modèle Mistral large et sur c'est l'entraînement et l'inférence, ou c'est juste... En fait, si on regarde sur le graphique, on a l'entraînement et l'inférence qui sont à 85,5% et 91% pour l'eau. Donc Mistral, ils n'ont pas séparé les deux. Donc on n'a pas d'informations plus précises que ça sur est-ce que, le pourcentage pour l'entraînement et le pourcentage pour l'inférence. Après, en fait, pour l'entraînement, c'est une fois, parce qu'on entraîne une fois le modèle, à part quand on va le réentraîner. Donc il y a cette étape-là, et ensuite l'inférence, en fait, il faut comptabiliser l'eau et l'émission CO2 à chaque fois qu'on va venir requêter le modèle. Sachant que dans leur calcul, ils ont pris 10 mois d'inférence sur ce modèle en particulier. Mais effectivement, ça ne prend pas en compte tous les autres modèles qui vont sortir après, parce que probablement ce modèle il va être en ligne pendant peut-être un an et demi maximum. Après, il y aura d'autres modèles qui vont les remplacer, qui eux aussi ont été entraînés, etc. Je vais poser encore une dernière question bête. L'inférence, c'est l'usage en fait C'est ça. D'accord. Bonjour, merci, c'était très chouette. J'ai une question, est-ce qu'il y a une différence de consommation entre un modèle récent et un modèle ancien? Imaginons qu'on prend un 70B d'il y a 3 ans, est-ce qu'il consomme pareil qu'un 70B d'aujourd'hui? Alors, je ne vois pas la personne qui est en train de... C'est là. Ah, okay. Salut. Hello. Tu peux répéter ta question, je ne l'ai pas...
Imaginons que je prenne un modèle 70B d'il y a 4 ans, ou 3 ans, je sais pas. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il consomme pareil ou est-ce que l'architecture interne a été améliorée ? C'est plus en termes de GPU. Aujourd'hui, il y a des GPU qui sont plus optimisés. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, qu'il y a des GPU aujourd'hui qui sont moins consommateurs parce qu'ils sont plus optimisés pour les modèles. Possible qu'il y a des architectures qui soient moins consommatrices, mais moi je dirais que c'est plutôt au niveau des GPU en fait qu'il y a eu des avancées ces dernières années. Et dans les derniers mois, il y a eu un nouveau type de bloc dans l'architecture qui s'appelle les SSM avec IBM. Ils ont sorti un modèle Granite hybride qui prend en compte ce nouveau type de bloc et qui, nous on n'a pas trop encore creusé le sujet parce que c'est assez récent, mais possiblement ce serait plus efficace que les transformers classiques. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, juste par rapport aux questions d'avant, moi j'avais regardé il y a quelques mois avec je ne sais plus quel modèle, mais c'était un de OpenAI. Je crois qu'une requête, c'était équivalent à peu près à 60 requêtes Google. Ok. Bon, après, le chiffre évolue, je pense, constamment avec les entraînements, etc. Mais bon, il faut y aller quand même. À l'époque, il fallait y aller pour battre ça. Ma question, c'est du coup, est-ce que vous accompagnez des clients qui publient, qui font tout ce travail de calcul, de monitoring de leur consommation carbone et qui le publient après derrière? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça reste quand même marginal ou sur des projets perso, etc.? Je vais laisser Émilie. Non, mais je pense que c'est plutôt une conviction générale que forcément, quand nous, on est en mission chez nos clients, on va leur conseiller d'utiliser tel ou tel modèle. Par exemple, un modèle plus petit, on va essayer de leur proposer de ne pas utiliser l'IA générative. Après, on est aussi consciente qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, qu'il faut parfois utiliser l'IA générative parce qu'il faut être à la pointe de l'innovation et qu'il y a un peu ce wow effet qui va peut-être résoudre tous les problèmes. Donc je pense que c'est plutôt une conviction personnelle. Après, je sais que nous, en mission, ce qu'on aime bien faire, c'est donner également l'impact environnemental des modèles quand on le présente, par exemple, aux clients et qu'on se pose la question sur tel ou tel modèle. C'est une conviction personnelle, je dirais, une conviction qu'on a dans nos équipes. Après, le client, parfois ça l'intéresse, parfois ça l'intéresse pas. Quoi, et on a des projets où les clients suivent, en fait. Oui, il y a plusieurs clients qui suivent, qui optimisent, pour qui c'est hyper important. Il y a des clients où ça les intéresse moins. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer le terme token que vous avez utilisé? Oui. C'était où? Mais je ne sais plus. Mais grosso modo, token, il faut le prendre un peu comme le nombre de mots dans votre requête. Donc ça ferait à peu près 400 mots. En fait, c'est des mots qui ont été coupés. C'est pour être intégré, pour que ce soit plus facile à être traité par le modèle. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce qu'on clôture? Je pense qu'on va clôturer. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez les notebooks de Code Carbone et d'Ecologit. Et on reste en contact sur LinkedIn. On a les QR codes ici. Et n'hésitez pas à donner votre feedback par rapport à ce talk. Ça nous intéresserait vraiment de savoir ce que vous en avez pensé.